Un ciel muet, pourtant saturé de signaux invisibles, annonçait un paradoxe que personne n'avait su mesurer. Alors que les grandes puissances disposaient d'outils sophistiqués, c'est au Burkina Faso qu'un bourdonnement ténu détourna les certitudes établies, révélant un écart frappant entre la petitesse des moyens et l'ampleur des conséquences observées. Comment ce frémissement ignoré a-t-il pu devenir, sous l'œil attentif d'Ibrahim Traoré, la clé d'un renversement que nul n'avait anticipé ? Dans cette nuit suspendue, une bascule silencieuse se préparait. Cette histoire n'a rien d'un simple épisode militaire. Elle dévoile la logique précise d'une surveillance discrète, méthodique, qui a failli redessiner les rapports de force au Sahel sans que personne ne s'en aperçoive. Pour comprendre ce basculement, il faut mesurer ce que signifie, pour une nation sous-équipée, de détecter, puis d'interpréter des signaux qui échappent au dos radar classique, un défi technique et politique lourd de conséquences. Les risques étaient immenses. Une pression invisible capable d'influencer des zones minières stratégiques, de sonder les frontières sensibles et d'imposer un récit extérieur avant même qu'un gouvernement ne formule le sien. Ce récit va révéler comment une alerte jugée marginale est devenue le point de départ d'une riposte structurée. Comment la collecte parcellaire de données a évolué en une lecture cohérente du danger et pourquoi ce schéma inédit a dérouté les acteurs qui pensaient contrôler la situation. Surtout, il montrera comment une intervention locale, née d'un contexte très spécifique, a profondément modifié la perception internationale d'un pays longtemps considéré comme secondaire. Et si ce renversement tenait justement à ce que personne n'avait voulu regarder. Les premières analyses croisées ont révélé un élément que personne n'avait anticipé. Les trajectoires repéraient exactement 3 zones où les activités minières venaient d'être redéfinies comme sensibles. Puis un second constat a émergé, encore plus dérangeant. Les signaux détectés suivaient une périodicité suffisamment régulière pour constituer un protocole invisible plutôt qu'un simple désordre aérien. Cette double révélation a changé la nature du phénomène. Ce qui ressemblait à une perturbation atmosphérique s'est mué en séquence logique, observations répétées, regroupement géographique, intention probable. La chaîne causale s'est formée progressivement au fil de recoupements que peu d'États auraient pris la peine d'examiner. Pourtant, pour les opérateurs locaux qui scrutaient le ciel, la répétition n'était pas un bruit, c'était une signature. C'est à ce moment qu'Ibrahim Traoré a commencé à reconfigurer la lecture du dossier. Les relevés fragmentaires, fréquences instables, angles d'approche irréguliers, apparitions brèves mais constantes, formaient l'esquisse d'un schéma beaucoup plus vaste. Les drones n'évoluaient pas au hasard. Ils longeaient des frontières où la pression sécuritaire montait depuis des mois, puis glissaient vers les couloirs miniers, comme pour établir une cartographie de vulnérabilité. Cette logique devint impossible à ignorer, même avec du matériel obsolète. Les équipes ont alors reconstruit une chronologie précise. Au début, une incursion isolée, jugée sans importance. Puis plusieurs nuits marquées par le même motif spectral, trop ténu pour déclencher une alerte officielle, mais trop régulier pour être accidentel. Ensuite, une concentration de survol au-dessus de secteurs abandonnés par les patrouilles internationales. Enfin, une convergence des signaux sur les mêmes points critiques, créant un couloir où la surveillance semblait calibrée. Ainsi, le Burkina Faso s'est retrouvé face à un dispositif étranger qui, bien que silencieux, dessinait les contours d'une pression stratégique. La question n'était plus de savoir si une manœuvre existait, mais pourquoi elle avait pris cette forme-là, et ce que ce choix signifiait pour un pays considéré comme marginal dans l'équation géopolitique régionale. Les premiers retours du terrain ont montré que la perturbation aérienne n'était plus une abstraction. Elle affectait déjà les zones où les habitants vivaient au rythme des nuits calmes du Sahel. Près d'une localité frontalière, un ancien opérateur radio affirma avoir observé 3 fois en une semaine un même pic de fréquence surgir brièvement
avant de disparaître, comme si une présence fugitive testait la réaction des capteurs locaux. Son témoignage, longtemps négligé, allait pourtant devenir une pièce essentielle dans la compréhension progressive du phénomène. Un second cas, plus au sud, provenait d'un groupe de volontaires chargés de surveiller un périmètre minier abandonné par les forces partenaires. Ils avaient repéré un décalage constant entre l'heure habituelle, où les vibrations du vent se font entendre, et l'arrivée d'un souffle mécanique presque imperceptible. Aucun d'eux ne maîtrisait la technologie aérienne avancée, mais tous confirmaient que le bruit ne ressemblait ni à un hélicoptère, ni à un appareil civil. Ce constat simple, répété plusieurs soirs consécutifs, démontrait que l'intrusion touchait autant les villages isolés que les couloirs économiques. Ces récits, combinés aux premiers relevés techniques, ont permis d'établir un fil conducteur. L'anomalie n'était pas ponctuelle, elle s'inscrivait dans un déplacement méthodique qui suivait des secteurs souvent ignorés des cartographies stratégiques classiques. C'est ce glissement progressif du simple témoignage à la preuve inductive qui a forcé les analystes à réévaluer l'ampleur du risque. L'enjeu dépassait la seule surveillance. Il redéfinissait la manière dont un pays pouvait percevoir la menace avant même qu'elle ne prenne forme. Et tout se résumait à une interrogation simple mais lourde. Que signifiait vraiment cette constance inhabituelle ? Le déclencheur survint lorsqu'un ensemble de signaux, jusque-là diffus, se mit soudain à converger sur une même bande fréquentielle. Les opérateurs comprirent qu'ils n'avaient plus affaire à des incursions éparses, mais à une séquence coordonnée. Chaque nuit, à intervalles presque réguliers, un motif identique surgissait puis s'évanouissait dans le silence du Sahel. Ce schéma répétitif força les équipes à accélérer l'analyse car une telle précision révélait une intention calculée. Ibrahim Traoré fut alors informé qu'un seuil critique semblait sur le point d'être franchi. Les premières mesures prises furent modestes. Les radars obsolètes furent recalibrés pour suivre les oscillations rapides plutôt que les trajectoires linéaires. Les patrouilles furent repositionnées sur les zones où la densité de signaux augmentait lentement. Les volontaires civils reçurent pour consigne de noter toute variation sonore, même infime. Cette mobilisation discrète, presque artisanale, permit de récolter une série d'indices convergents. L'essentiel était de capturer la logique qui se cachait derrière la répétition. Puis survint l'apex. Une nuit, les capteurs relevèrent un rassemblement inhabituel de signatures aériennes, beaucoup trop rapprochées pour être le fruit d'un passage fortuit. Les drones semblaient suivre une géométrie stricte, comme s'ils cartographiaient un réseau souterrain d'intérêt. Les trajectoires se croisaient au-dessus des zones minières, tout juste redéclarées sensibles, puis glissèrent vers les frontières où l'activité militaire étrangère s'était récemment intensifiée. La simultanéité de ces mouvements transforma l'alerte en certitude. Ibrahim Traoré comprit que le pays faisait face à une surveillance à grande échelle, subtile mais méthodique. Les heures suivantes furent décisives. Les unités techniques isolèrent plusieurs fréquences qui revenaient systématiquement dans les relevés, ce qui permit d'anticiper les passages nocturnes. Les observateurs établirent une cartographie minute par minute des couloirs empruntés par les objets. Une forme de chronométrie stratégique se dessina, dévoilant une précision que peu d'experts auraient attribuée à un petit pays dépourvu d'équipements modernes. Cette maîtrise naissante donna aux équipes une longueur d'avance inattendue. Le pays n'était plus dans la réaction, il entrait dans la lecture prédictive. C'est alors que l'onde de choc commença. Les premières neutralisations, loin d'être spectaculaires, furent le fruit d'une combinaison de calculs et d'ajustements patientés pendant plusieurs semaines. La méthode employée jouait sur les angles morts technologiques plutôt que sur la puissance de feu. Ce choix stratégique surprit les puissances qui pensaient contrôler l'espace aérien sans opposition crédible. Lorsque les premiers appareils perdirent leur trajectoire, les analystes étrangers furent pris au dépourvu. Ils n'avaient pas imaginé qu'un dispositif fondé sur des moyens limités puisse perturber un système de surveillance sophistiqué. Les répercussions furent immédiates. Les trajectoires ennemies changèrent radicalement en quelques heures, signe que les forces extérieures tentaient d'identifier la faille qui avait rendu leurs drones vulnérables. Le Burkina Faso venait de prouver que la défense ne dépendait pas uniquement de la technologie,
mais aussi de la précision de l'observation et de la capacité à transformer des fragments d'informations en stratégies cohérentes. Ibrahim Traoré perçut ce moment comme une rupture. Le pays n'était plus observé passivement, il devenait un acteur capable d'infléchir la dynamique imposée depuis l'extérieur. Ce renversement créa un effet domino dans les jours suivants. Les villages prirent conscience que le bourdonnement qui hantait leur nuit n'était pas un hasard météorologique. Les analystes commencèrent à voir que la défense d'un territoire pouvait se reconstruire à partir d'éléments ténus mais persistants. Et les puissances étrangères, pour la première fois, comprirent qu'elles n'avaient pas affaire à un État fragile, mais à une entité capable d'utiliser sa vulnérabilité comme levier stratégique. Le point de départ reposait sur une base fragile, un ensemble dispersé de relevés incomplets, captés par des systèmes dont la précision n'aurait convaincu aucun observateur extérieur. Pourtant, c'est à partir de cette ligne de base limitée que les analystes commencèrent à déceler la cohérence inattendue des intrusions. La première mesure significative identifiée atteignait 17 occurrences de survol enregistrées sur un même couloir aérien en moins d'un mois. Cette valeur isolée révélait une répétition trop constante pour rester anodine. Ce passage fréquent, inscrit sur des zones jusqu'alors marginales, transformait la perception de l'ensemble des signaux. Ibrahim Traoré comprit que le pays disposait enfin d'un élément mesurable, capable de contredire le discours qui minimisait la menace. À mesure que la collecte s'intensifiait, les flux de données commencèrent à dépasser les limites des radars vieillissants. Les opérateurs enregistrèrent alors des variations subtiles dans les fréquences d'émission, qui passaient d'un niveau initial presque indistinct à une amplitude suffisamment stable pour dessiner une trajectoire programmable. La seconde donnée clé provenait d'un regroupement détecté à 42 km d'un site minier considéré comme non stratégique. Cette distance révélait une précision visant des zones ignorées par les patrouilles classiques. Le décalage entre l'importance supposée du lieu et l'insistance des survols signalait un objectif plus complexe que ce que les analyses géopolitiques laissaient entendre. Le delta final se manifesta lorsque les équipes établirent un chronogramme montrant un accroissement brusque des incursions. Le nombre total d'apparitions nocturnes, qui stagnait auparavant à quelques épisodes isolés, atteignit 9 séquences coordonnées sur une seule semaine. Cette hausse soudaine indiquait une transition vers une phase active de reconnaissance. Le passage d'une surveillance diffuse à une pression méthodique mettait en évidence un changement d'intention. Le ciel n'était plus seulement observé, il devenait scruté comme un espace stratégique sur lequel s'exerçait une volonté extérieure. C'est ce glissement du fragment au schéma qui apporta un ancrage nouveau à l'analyse nationale. Les données, bien que modestes, permirent de modéliser les couloirs empruntés avec une marge d'erreur qui diminuait jour après jour. Les analystes burkinabés démontrèrent qu'une lecture patiente pouvait compenser l'absence d'équipement avancé. Les bandes fréquentielles étaient comparées, superposées, recalibrées, jusqu'à faire apparaître la régularité cachée qui échappait aux systèmes plus modernes mais calibrés pour des menaces directes. Le travail manuel, souvent dévalorisé, devint ici la clé qui permettait enfin de comprendre la mécanique du dispositif étranger. Grâce à ce corpus mieux structuré, Ibrahim Traoré put encadrer la riposte. Le pays passa d'une posture défensive à un positionnement proactif fondé sur des mesures vérifiables. Le delta mesuré entre la première apparition confuse et les incursions organisées montrait un adversaire dont la stratégie reposait sur la saturation silencieuse plutôt que l'agression ouverte. Cette révélation transforma l'approche burkinabé. Chaque relevé devenait un élément d'un puzzle plus vaste, chaque variation une indication sur les intentions externes. Ainsi, la preuve quantitative ne servit pas seulement à décrire une situation. Elle reconfigura la manière même dont le Burkina Faso concevait la protection de son ciel. L'enjeu dépassait les chiffres. Il portait sur la capacité d'un État limité en ressources à transformer un déficit technologique en avantage analytique. En maîtrisant la lecture du delta, les équipes réussirent à imposer leur propre tempo, obligeant les forces étrangères à réviser une opération qu'elles pensaient invisible. Et cette inversion méthodique devint l'un des fondements de la stratégie nationale émergente.
Les débats autour de la capacité du Burkina Faso à affronter une surveillance aérienne avancée ont longtemps reposé sur une position dominante, celle des puissances étrangères convaincues que les limites technologiques du pays rendaient toute riposte significative impossible. Selon cette perspective, un État doté de radars obsolètes, de moyens financiers réduits et d'une infrastructure fragmentée ne pouvait qu'observer passivement l'intrusion sans parvenir à la contrecarrer. Les analystes internationaux soutenaient que neutraliser des drones sophistiqués nécessitait des systèmes d'interception coûteux, des logiciels de contre-mesure complexes et une chaîne de décision calibrée par des décennies d'expérience militaire. Leur argument, solidement ancré dans la comparaison technique, semblait difficile à contredire. Pourtant, une seconde position plus proche du terrain burkinabé proposait une lecture alternative. Selon cette approche, la faiblesse matérielle ne constituait pas un handicap absolu, mais un cadre qui obligeait à repenser l'usage de chaque ressource disponible. La surveillance étrangère reposait sur la prévisibilité technologique, tandis que les observateurs locaux s'appuyaient sur une perception plus granulaire des variations sonores, des rythmes nocturnes et des micro-déviations qui échappaient aux instruments conventionnels. Le raisonnement reposait sur l'idée que la précision ne naît pas uniquement de l'équipement, mais aussi de la constance analytique. La lente accumulation de données, même rudimentaire, pouvait constituer un avantage inattendu. La réplique étayée émergea lorsque les trajectoires des drones commencèrent à révéler leur logique interne. Les relevés manuels, superposés aux observations empiriques, dévoilèrent une répétition suffisamment rigoureuse pour prévoir les couloirs empruntés. Ce n'était plus une opposition entre puissance et fragilité, mais une confrontation entre standardisation technologique et adaptabilité locale. Les équipes burkinabées démontrèrent qu'en exploitant les marges ignorées par les systèmes de détection classiques, il était possible de transformer un déficit structurel en un levier stratégique. La valeur de la méthode apparut dans la capacité à perturber un dispositif pourtant pensé pour opérer sans résistance. Ainsi, le Stillman ne cherchait pas à nier la supériorité technique étrangère. Il montrait que cette supériorité n'était pas absolue et qu'elle pouvait être contournée par une lecture alternative du terrain, fondée sur l'ingéniosité plutôt que la puissance brute. La clé se situait dans l'écart entre ce que les drones anticipaient et ce que les observateurs humains savaient détecter. Cette différence, longtemps perçue comme un défaut, devint l'espace où la stratégie nationale put se déployer. À ce moment du récit, une nouvelle perspective émerge. Ce pivot se produisit lorsque les analystes comprirent que les incursions nocturnes ne cartographiaient pas seulement des zones sensibles, mais testaient en profondeur la vitesse de réaction locale. La découverte d'un schéma de temporisation, un délai récurrent de quelques minutes entre deux survols, révéla que l'adversaire évaluait la stabilité des réponses plutôt que la robustesse matérielle. Ibrahim Traoré fut immédiatement informé que ce détail, jusque-là considéré comme marginal, pouvait être la clé d'une contre-stratégie ajustée. Ce changement de perspective transforma un simple relevé temporel en point d'inflexion tactique. L'équipe technique concentra alors son attention sur cette fenêtre répétitive, cherchant à comprendre pourquoi une surveillance supposément supérieure laissait transparaître un rythme mesurable. L'hypothèse émergente évoquait une manœuvre de calibration visant à identifier les angles morts cognitifs du dispositif national. Si cette lecture se confirmait, elle signifiait que les drones anticipaient des réponses mécaniques, non des adaptations humaines. Les analystes établirent alors que ce rythme fixe n'était pas un hasard. Il constituait une vulnérabilité que les opérateurs locaux pouvaient exploiter. Ce midpoint dévoila une nouvelle dynamique. Le pays n'était plus seulement scruté, il devenait capable de surprendre. Les effets de la neutralisation des drones se manifestèrent d'abord pour la population nationale. Dans plusieurs localités où les nuits étaient rythmées par un bourdonnement persistant, le silence soudain fut perçu comme une libération. Les habitants comprirent que ce phénomène, longtemps associé à une rumeur lointaine, relevait en réalité d'une pression extérieure méthodique. Lorsque les premiers appareils furent neutralisés, les communautés locales ressentirent une forme de réappropriation de leur ciel, comme si un plafond invisible venait d'être levé. La réaction ne fut pas seulement émotionnelle, elle prit la forme d'une vigilance nouvelle, fondée sur l'idée que la souveraineté pouvait s'exercer dans les détails les plus ténus,
Les conséquences pour les décideurs nationaux furent tout aussi significatives. Dès que les relevés consolidés confirmèrent la cohérence du dispositif adverse, les institutions burkinabées réévaluèrent leurs priorités sécuritaires. Les limites technologiques, longtemps considérées comme un handicap irréversible, devinrent le moteur d'une stratégie pragmatique centrée sur l'exploitation de chaque indice exploitable. Ibrahim Traoré utilisa les données accumulées pour légitimer une réorganisation interne, démontrant que le pays pouvait anticiper plutôt que subir. Cette réorientation renforça la confiance dans la capacité nationale à concevoir une défense adaptée à ses propres contraintes. Le troisième ensemble d'effets apparut dans les dynamiques régionales. Les États voisins, eux aussi confrontés à des formes diverses de surveillance ou de pression extérieure, observèrent le Burkina Faso avec une attention nouvelle. Le fait qu'un pays dépourvu d'équipements avancés ait réussi à perturber des opérations sophistiquées remit en question les hiérarchies qui structuraient les relations sécuritaires au Sahel. Plusieurs gouvernements commencèrent à envisager des modèles de coopération fondés non plus sur l'hypertechnologie importée, mais sur une mutualisation fine des données locales. Ce changement, discret mais profond, redéfinissait la manière dont la région concevait la gestion de son espace aérien. Enfin, les répercussions sur les acteurs internationaux bouleversèrent l'équilibre attendu. Les puissances extérieures, habituées à opérer dans un climat de quasi-invisibilité, durent réviser leurs hypothèses sur la résilience des pays qu'elles surveillaient. L'incapacité à anticiper la neutralisation révéla une faille dans leur méthodologie. Elles avaient sous-estimé la capacité d'adaptation d'un État perçu comme marginal. Les discussions confidentielles qui suivirent dans plusieurs capitales témoignaient de cette stupeur stratégique. L'idée que des moyens modestes puissent perturber un dispositif élaboré ne faisait plus partie de l'improbable, mais du possible calculable. Ainsi, les conséquences s'étendaient bien au-delà de la simple neutralisation technique. Elles redéfinissaient le rôle d'un pays souvent relégué aux marges du débat géopolitique, montrant qu'un acteur déterminé pouvait inverser une dynamique imposée. Grâce à la lecture patiente des signaux et à la capacité de transformer la contrainte en levier, le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, devint un précédent qui obligeait le monde à revoir ses certitudes sur l'équilibre des forces. Dans cette trajectoire médiane, le Burkina Faso consoliderait progressivement les méthodes d'observation élaborées pendant la phase de neutralisation. Les équipes techniques affineraient la lecture des corridors aériens, permettant de détecter plus tôt les variations dans les trajectoires étrangères. Les partenaires régionaux adopteraient une position prudente, cherchant à comprendre si cette capacité naissante constitue un précédent durable ou une performance ponctuelle liée au contexte actuel. L'environnement sécuritaire resterait tendu, mais les intrusions diminueraient en fréquence visible, signe d'une réévaluation discrète des risques par les acteurs extérieurs. Le pays gagnerait surtout en confiance stratégique sans bouleverser complètement l'équilibre régional. Dans ce passage, l'auteur envisage une issue plus favorable. Dans cette version ascendante, la réussite technique et organisationnelle du Burkina Faso inspirerait une redéfinition partielle des pratiques de souveraineté au Sahel. Plusieurs États voisins envisageraient de mutualiser leurs capacités d'observation et de lancer des dispositifs conjoints de détection fondés sur les approches agiles développées localement. Cette dynamique créerait un effet d'entraînement inédit, réduisant la dépendance envers les technologies importées et renforçant la coordination régionale. Les intrusions étrangères deviendraient plus rares, non par crainte directe, mais parce qu'une zone de vigilance collective serait en train de se constituer. Le pays s'installerait alors comme un nœud stratégique crédible, capable de peser sur les discussions régionales. Ici, l'auteur anticipe une évolution plus préoccupante. Dans la version la plus tendue, les puissances extérieures réagiraient en renforçant massivement leurs moyens de surveillance avancés pour compenser la perte d'avantages. De nouveaux appareils, plus furtifs et dotés de systèmes de brouillage sophistiqués, pourraient être déployés, rendant plus difficile la lecture locale des incursions. La pression diplomatique s'intensifierait, cherchant à isoler ou affaiblir les mécanismes internes mis en place par le Burkina Faso. Ce scénario verrait également le retour de certaines tentatives d'influence économique visant à créer une dépendance technologique. Dans ce cas,
le pays serait contraint d'investir davantage de ressources pour maintenir son niveau de résilience. À ce stade, l'auteur propose une orientation réflexive. Pour naviguer entre ces trois possibles, la CLEF réside dans une posture analytique souple. Considérer chaque donnée comme un signal contextuel plutôt qu'une preuve absolue. En cultivant une lecture dynamique plutôt que réactive, un État peut éviter de se laisser enfermer dans la seule logique de la menace et transformer l'incertitude en espace d'opportunité stratégique. Pour les citoyens directement exposés, l'épisode des incursions aériennes a laissé une empreinte qui dépasse la seule logique sécuritaire. Dans plusieurs régions où la nuit constituait autrefois un refuge, le retour du silence après la neutralisation des drones a rétabli une forme de continuité émotionnelle. Les habitants ont compris que les phénomènes qu'ils percevaient confusément n'étaient pas des illusions, mais les signaux d'un rapport de force extérieur. Cette prise de conscience a renforcé leur sentiment de participation à la protection du territoire, même si leurs moyens restaient modestes. Beaucoup ont ressenti que leur vigilance avait une valeur réelle, capable de compléter les dispositifs institutionnels. Du côté des acteurs professionnels et intermédiaires, l'impact fut plus structurel. Les opérateurs de surveillance, techniciens, volontaires civils et relais administratifs ont vu leur rôle se transformer en pivot entre les données brutes et les décisions nationales. Cette responsabilité nouvelle exigeait une discipline analytique plus rigoureuse, car chaque variation sonore ou chaque relevé pouvait influencer la stratégie globale. La reconnaissance de leur contribution, souvent laissée dans l'ombre, renforça leur engagement et leur perception de légitimité. Ce statut renouvelé donna à de nombreux professionnels le sentiment que leur action s'inscrivait désormais dans une dynamique collective plutôt que dans une suite de tâches isolées. Pour les observateurs extérieurs ou distants, qu'ils soient régionaux, diasporiques ou simplement soucieux de l'évolution du Sahel, l'événement offrit un cadre d'interprétation inédit. Le Burkina Faso apparaissait comme un terrain où une nation pouvait redéfinir son rapport au risque sans s'appuyer sur une surtechnologie. Ce constat incite à certains à reconsidérer ce que signifie la souveraineté à l'ère des surveillances silencieuses. Il montra aussi que la compréhension des enjeux africains ne pouvait plus se limiter à des évaluations abstraites, mais devait intégrer la capacité de résilience située dans les expériences locales. Cette lecture plus fine renouvela l'intérêt de nombreux observateurs pour les dynamiques régionales. La première étape consisterait à structurer un noyau permanent d'observation capable de centraliser les relevés sonores, visuels et fréquentiels produits sur l'ensemble du territoire. Cette unité, composée d'opérateurs techniques et de volontaires formés, fonctionnerait sur un rythme continu afin de repérer les schémas répétitifs avant qu'ils ne deviennent critiques. Les données seraient consignées quotidiennement, puis analysées chaque semaine à l'aide d'un protocole commun qui réduirait les divergences d'interprétation. Cette régularité permettrait d'anticiper les variations plutôt que de les subir, tout en donnant un cadre unifié aux observations locales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette cellule deviendrait l'un des leviers majeurs de la prévention. La seconde étape viserait à moderniser les outils existants sans recourir à des technologies inaccessibles, en améliorant surtout la précision des appareils déjà en service. Des ajustements légers, recalibrage des capteurs, synchronisation des enregistrements, extension des bandes observées, offriraient une montée en compétences progressive. Chaque ajustement ferait l'objet d'un test hebdomadaire afin d'évaluer son impact sur la détection réelle. En privilégiant des améliorations incrémentales plutôt que des acquisitions coûteuses, le pays préserverait sa flexibilité stratégique. L'objectif serait de créer un système agile, capable de s'adapter rapidement à l'évolution des intrusions. Enfin, une troisième étape consisterait à renforcer les mécanismes de coopération interne, afin que les données recueillies par les collectivités locales puissent remonter plus rapidement vers les centres de décision. Un calendrier mensuel d'examens croisés permettrait d'aligner les perceptions techniques, civiles et administratives, réduisant les angles morts qui ralentissent souvent la lecture stratégique. Chaque session donnerait lieu à un tableau de suivi mesurant les zones où la vigilance s'est avérée déterminante.